Vous Donc, m'entendez là, c'est bon? alors, Oui, nous, moi on, j'entends. on vous entend depuis tout à Ah, l'heure. Et vous? oui, ben moi ça y est, ça marche. Ah, Go. parfait, Ah. parfait. Je fais juste un petit truc. Je vérifie que tout le monde nous entend. Euh, ouais. Euh, Bah écoutez, voilà, c'est bon, tout le monde vous voit, tout le monde vous entend, c'est nickel, on peut démarrer. Déjà, merci à vous deux d'avoir accepté de participer. Euh, Merci pour Pourquoi? l'invitation. Oui, pas de souci. Pourquoi vous deux? Pour plusieurs raisons. Euh, Déjà, j'accepte pas qu'il y ait des. euh, c'est comme ce que j'avais dit tout à l'heure quand Tapiro s'était proposé pour débattre avec toi, Youssef. Euh, Si c'est juste pour se crier dessus, c'est inutile. Peu importe qu'on ait des avis différents. L'important c'est qu'on puisse s'exprimer. Et l'avantage, et parce que j'ai déjà reçu Monsieur Indy et Monsieur Divisio, l'avantage, c'est qu'ils ne cherchent pas à vous. Enfin, ils donnent leur point de vue, leur réflexion. Tu prends pas. Après, ça, c'est toi que ça regarde. Et c'est ça qui est plaisant. Et malheureusement, on peut voir à l'heure actuelle en France, que ce soit dans les médias, dans la télé ou dans les débats, c'est inaudible. Vraiment, c'est du pugilat. Enfin bref. Et aussi, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure à toi, Youssef. euh, C'était intéressant, au-delà pour moi de la fonction de division en tant qu'avocat, toi en tant qu'historien, au-delà de tout ça, pour moi, c'était intéressant de ramener des penseurs, un catholique et un musulman, dans cette période où on nous explique que apparemment les chrétiens et les musulmans seraient en guerre. Bref, on va. Les judéo-chrétiens contre les musulmans. Voilà. C'est ça. Les judéo-chrétiens. Alors, j'explique la règle. Le premier qui traite d'antisémite l'autre, il a perdu. Le premier qui, qui demande à l'autre de condamner le Hamas a perdu. Et le premier qui parle de bien ou de mal a perdu. Est-ce Voilà. qu'on a le droit de condamner Israël? On a le droit? Euh, Non? Même pas, non, en fait, non. Même pas? Non, D'accord. Ok. du moment où on apporte de la réflexion, je préfère qu'on apporte les éléments, les termes, plutôt que juste de dire je condamne. Oui, bravo. Et alors, Bien sûr. j'en Bien fais sûr. quoi de ça, moi? Et mais bon. Très bien. Alors déjà, alors j'avais expliqué à Youssef, mais Fabrice, je vais revenir. Il y aura des questions qui sont plus spécifiques à Youssef. Il y en a d'autres qui sont plus spécifiques à vous, mais c'est un échange entre vous deux, donc n'hésitez pas à prendre la parole l'un l'autre, etc. Mm. Donc n'hésitez pas, hein, il y a pas de souci. Déjà pour D'accord. commencer, euh, on va venir sur Israël, Palestine, on va revenir un petit peu doucement sur la France et la situation franco-française. Mais bon, euh, c'est quoi Allons-y. la prophétie? Vous prenez la parole comme vous le souhaitez, il n'y a pas de. Mm. C'est quoi la prophétie d'Isaïe? Et est-ce qu'on est actuellement dans une guerre de religion? Oh, putain. Ça commence fort. Bon, en fait, tu fais référence à la déclaration de Benjamin Netanyahou quelques jours après le début du massacre à Gaza. Il a déclaré devant les caméras que Israël accomplit les prophéties d'Ésaïe. Alors, moi, c'est pas la première fois que j'entends Netanyahou faire des déclarations s'appuyant sur la Bible hébraïque et les prophéties bibliques, donc j'ai pas été surpris. Ça a beaucoup, beaucoup surpris le public occidental. Parce qu'en fait, ces déclarations sont surtout destinées à la population israélienne. Hein. C'est pas pour les Occidentaux. Quoique, parfois, il fait des déclarations à l'ONU où il se base sur la Bible hébraïque. Alors, dans le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de choses. Je pense que Netanyahou faisait référence à la deuxième partie du livre d'Ésaïe, parce que la première partie du livre d'Ésaïe, disons du premier chapitre au chapitre 40, c'est beaucoup de récriminations contre les fils d'Israël, parce que les prophètes comme Jérémie, comme Ésaïe, sont envoyés par Dieu pour euh, ramener le peuple d'Israël et les fils d'Israël sur le droit chemin. Donc ça commence avec des condamnations, d'ailleurs qu'on va retrouver dans la bouche du Christ, hein, race de vipères, etc.
Mais la deuxième partie du livre d'Ésaïe, que les biblistes appellent le Deutéro-Ésaïe, n'a pas été rédigée par Ésaïe lui-même, mais par ce qu'on appelle les prêtres sacerdotaux, les Lévites, à Babylone ou en Judée. C'est ceux qui avaient été exilés à Babylone et qui ont rédigé cette partie-là de Ésaïe et une partie tardive du Deutéronome, c'est pour ça qu'on l'appelle le Deutéro-Ésaïe. Ils l'ont rédigé donc soit à Babylone, soit à leur retour en Judée grâce aux Perses. Et cette seconde partie du livre d'Ésaïe est, disons, est problématique parce qu'elle est empreinte d'un projet eschatologique impérialiste qu'on retrouve aussi dans le Deutéronome. Vous avez des passages comme les peuples du dehors seront vos prêtres, vos laboureurs et vos vignerons, vous tirerez gloire des nations, sur toi, mon peuple, la lumière de Yahvé rayonnera, une sombre brume recouvrira les nations, tu suceras le lait des nations, ainsi de suite. Mais il y a aussi une dimension, comment dirais-je, un retour à l'Éden paradisiaque. Parce que dans le messianisme juif, vous avez un double mouvement de restauration du monde tel qu'il était avant le péché et d'instauration d'un monde utopique tel qu'il n'a jamais existé. C'est pour ça que vous avez des passages, notamment dans Ésaïe, le lion et l'agneau paîtront ensemble, il n'y aura plus de guerre, plus de mal, etc. Donc quand il parle de cela, quand il dit qu'on va réaliser les prophéties d'Ésaïe, Netanyahou, c'est à cela qu'il pense, c'est-à-dire un projet, puisqu'il est en train de massacrer la population de Gaza, et que Gaza est considéré par les Juifs comme faisant partie intégrante du royaume d'Israël. Dans le livre de Josué, vous avez une liste de villes à conquérir et dont il faut exterminer les populations. Gaza en fait partie. Donc lui, Benjamin Netanyahou, qui a déjà cité le livre de Josué, hein, d'ailleurs, en septembre 2012, la tribune de l'ONU, il a fait référence au livre de Josué. Donc c'est à cela qu'il pense. Il pense à ce projet impérialiste. Voilà, je rends la parole après cette introduction. Alors, encore une fois, pour vous deux, hein, je l'avais déjà dit tout à l'heure à Youssef, s'il y a des sujets, vous voulez pas y répondre, vous y répondez pas, ou si vous savez pas, vous dites je sais pas. Voilà, parce qu'il y a je précise, hein, il y a des questions qui sont vraiment plus déterminées à Youssef et d'autres à Fabrice. Donc, d'après ce que tu dis, ce qu'est en train de faire Netanyahou, Moi, je pour voulais lui, répondre à la question d'Isaïe, parce que, allez, en fait, c'est amusant, ce prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, il est le prophète j'ai envie de dire, le prophète du christianisme, quelque part. C'est-à-dire que quand Netanyahou parle de l'accomplissement des prophéties d'Isaïe, le chrétien lui répond: «Mais elles sont déjà accomplies, les prophéties d'Isaïe. Elles sont accomplies dans le Christ, en fait». Et c'est ça toute la différence. C'est pour ça que cette notion de judéo-chrétienne, il faut y faire très attention quand on parle de ça. Parce qu'en fait, la prophétie d'Isaïe, cette restauration de Jérusalem, déjà, elle est accomplie. Parce qu'en fait, dans la grande lumière du Christ, et c'est là où il faut écouter le cardinal Lustiger, qui était juif, converti. En fait, tous les juifs qui se convertissent au christianisme réalisent, et ce mouvement des juifs messianiques réalise qu'au fond, on ne parle plus de Jérusalem comme une terre, on en parle comme finalement l'accomplissement. On n'en parle plus comme une terre au sens, d'un territoire. On en parle comme quelque chose de bien plus vaste, et qu'au fond, toute la grande pédagogie d'Isaïe, et c'est ce que, dans la grande tradition biblique, les chrétiens comprennent, c'est qu'au fond, la grande pédagogie d'Isaïe, c'est de venir faire comprendre que, hem, le salut n'est plus seulement réservé aux Juifs, mais qu'en fait, il y a le salut pour les nations. Et lorsque et c'est de temps amusant, d'autant plus amusant que, quand on entend: «Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse», bah, évidemment qu'on ne parle pas dans la grande tradition chrétienne juste des Juifs. Alors là où il y a une difficulté avec Netanyahou, c'est pas une difficulté, c'est un fait, il est juif, par définition. Et donc forcément que lui a une vision, qui est une vision territoriale, une vision alors, Youssef Indy parlait de vision eschatologique, c'est en partie vrai, mais il a une vision très politique en fait, du judaïsme. Il a une vision très politisée du judaïsme,
Alors il y mêle là-dessus de la religion, enfin il fait plein de choses en même temps, Netanyahou, de toute façon. Mais il fait de la religion quand ça l'intéresse, il fait de la politique quand ça l'intéresse, il fait les 2 quand ça l'intéresse. Heu, mais en réalité, il faut bien comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est légitimer une action géopolitique par des considérations bibliques, hem, parce qu'au fond, c'est ce qui lui donne crédit et qu'au fond, effectivement, lorsque tu es juif par nature et par définition, tu es empreint et imprégné de cette idée du salut, de cette idée de la Jérusalem et du retour, cette idée, faut savoir que, Youssef l'a un peu dit, mais Isaïe a été écrit, le deuxième Isaïe en particulier, a été écrit, c'est le livre de l'espérance, écrit pendant la déportation à Babylone. C'est-à-dire qu'au fond, on venait, déjà prophétiser ce grand livre de l'espérance autour du retour sur la terre. Pendant toute la déportation à Babylone, Isaïe a prophétisé ce retour sur la terre des ancêtres, ce retour sur la terre que Dieu a donnée, ce retour à Jérusalem avec la reconstruction du temple. Et j'observe une chose, et j'en termine, c'est que d'ailleurs, le retour de Babylone mériterait en fait qu'on en parle 2 minutes. Parce que le retour de Babylone, il s'est pas fait du tout comme les prophéties l'avaient exactement annoncé, et ça a été d'ailleurs une véritable problématique pour les Juifs qui, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, lorsqu'ils sont revenus à Jérusalem, eh ben, ils ont été déportés et pendant ce temps-là, la vie a continué. Et donc, les gens se sont mélangés, il y a eu des mouvements qui se sont opérés et donc ça a été un grand débat entre le point de savoir s'il fallait se mélanger donc aux populations, ainsi, nouvellement arrivés aussi, depuis la déportation, où s'il fallait continuer à revenir à l'essence pure du judaïsme avec notamment le pharisianisme. Mais et c'était intéressant parce que c'était déjà un problème, à l'époque, de la reconstruction du temple de Jérusalem, c'était déjà, en fait, un problème. Et alors juste un dernier mot pour dire que forcément pour moi chrétien, tout ça est totalement, enfin, je veux dire, ça me dépasse parce que, pour moi, le Christ a accompli les prophéties d'Isaïe et a dé le temple, il est détruit. Dire et qu'au fond, le temple, dans la grande tradition chrétienne, c'est le corps du Christ et qu'on ne raisonne plus pour le chrétien, il ne raisonne pour ça que Jean-Paul II disait que les Juifs étaient nos frères aînés, il rajoutait: «Peut-être nos frères préférés» et le vendredi saint, on a dans cette grande prière du vendredi saint, on dit: «Ce peuple à qui Dieu a parlé en premier». Quelque chose d'assez beau là-dedans, parce que Dieu a parlé en premier, mais ensuite le Christ a accompli les prophéties et pour moi, la notion de terre, elle m'est étrangère quelque part. Pour le chrétien, il ne raisonne plus en termes de terre et c'est ça qui fait la grande différence, au fond, avec le judaïsme. Alors, en fait, c'est du même, de ce que je comprends, parce que moi je suis pas non plus un professionnel en sujet, c'est en résumé, c'est comme les juifs qui attendent le retour enfin, ils attendent le Messie alors qu'il est déjà arrivé. C'est un peu ça, quoi, en la personne de Jésus. Bah, évidemment, si tu veux, nous, bah, je veux dire, Noël est dans un mois, j'ai envie de te dire, quelque part, pour nous, le et d'ailleurs, c'est très amusant parce que j'ai découvert, depuis ma conversion, j'ai découvert ce mouvement des juifs messianiques et alors je Mm. comprenais pas ce que c'était que les juifs messianiques et j'ai très amusant parce que j'avais demandé à l'époque à l'évêque, enfin, qui est maintenant, d'ailleurs au Vatican, mais un évêque, j'avais dit: «Mais c'est quoi un juif messianique? Pourquoi il s'appelle pas chrétien?» «Ah bah», il dit: «OK, vous êtes marrant, vous ils s'appellent chrétiens, mais ils sont quoi? Ils sont protestants? Ils sont catholiques? Ils sont quoi?» Et en fait non, ils sont juifs messianiques. Ce sont des juifs qui reconnaissent l'avènement du Christ, et donc en cela, ils reconnaissent que le Christ est le Messie, accompli, qu'il reviendra dans sa gloire, mais que pour l'heure, bah, il est déjà arrivé, quoi. Et j'ai une. Alors, je fais juste une parenthèse. Pour les gens sur TikTok, si vous pouviez éviter de vous abonner, parce que ça fait un bruit, bon, donc évitez de vous abonner. Alors, je sais que c'est rare d'entendre ça, mais ne vous abonnez pas, ne faites rien. Juste écoutez. Ne faites pas de dons, ne faites rien. Euh, Par contre, j'ai une question par rapport à Indy. C'est. Ils sont où? Enfin, ils sont où les juifs de Palestine de base? Ah oui.
Alors, Parce qu'en fait, j'ai cette hum, question-là, je me dis, hum, moi j'ai toujours eu cette vision-là. hum, Il y a pas, encore une fois, moi je le dis, il n'y a pas de bien ou de mal, mais c'est hum, la même chose pour moi qu'avec les extrémistes de Daesh, de tout ça. Pour moi, c'est des hum, occidentaux complètement attardés, radicalisés, complètement fous, qui partent dans des pays musulmans, en Syrie, tout ça, pour hum, tuer du musulman, alors que ça fait 1000 ans que machin. Et hum. la Palestine, moi j'ai vraiment cette impression-là par rapport à l'Israël actuel, d'occidentaux complètement radicalisés qui vont en terre de Palestine foutre la merde là où il y avait des catholiques, enfin, Ouais, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. Et hum. parce que ce que je veux dire par là, alors ça peut paraître méchant, hein, mais ils me font pas penser à des juifs, hein, ceux qu'on me montre. Alors, bon, il y a plusieurs choses. D'abord, quand le foyer juif est créé et qu'on commence à avoir vraiment une immigration juive européenne d'Europe de l'Est qui s'installe en Palestine, Palestine occupée, foyer national juif, il y a déjà des juifs sur place qui sont des juifs palestiniens. Et il y a même des confrontations très violentes entre des juifs palestiniens et des juifs européens qui viennent coloniser. Et des confrontations, bien sûr, avec les Palestiniens musulmans et les Palestiniens chrétiens. Donc, au départ, quand j'ai eu un débat récent avec quelqu'un qui me disait, oui, mais il y a eu des pogroms contre les juifs. Je dis, non, non, c'est pas contre les juifs. Ce sont des natifs palestiniens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, qui s'opposent à leur remplacement. Parce que c'est ça qui se passe dès le début des années 20. En fait, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ils sont expropriés progressivement. Vous avez des milliers de familles qui sont expropriées et remplacées. Là-bas, c'est vraiment un grand remplacement qui s'est mis en place. Donc, il y a ce premier élément. Deuxième élément, euh, dans la tradition juive, il est interdit aux juifs de retourner en Terre Sainte en un mur, dit le Talmud, c'est-à-dire en communauté pour refonder le royaume d'Israël. Par contre, tout au long des 2000 années qui viennent de s'écouler, c'est pas moi, tout au long des 2000 années qui viennent de s'écouler, vous avez des juifs qui, individuellement ou en famille, vont s'installer en Palestine. Et il n'y a pas d'interdiction de ce point de vue-là. C'est-à-dire la terre de Palestine contrôlée par les musulmans n'est pas interdite aux juifs. Ce qui est interdit, même du point de vue du judaïsme, c'est d'essayer de refonder le royaume d'Israël, car ils doivent attendre que le Messie arrive. Deuxième élément relatif au débat que j'ai vu récemment, c'est qu'il y a eu des tests génétiques qui ont mis en évidence que les Ashkénazes et les Juifs, même les Juifs du Maghreb, ne sont pas les descendants des Hébreux. Il n'y a pas de lien de parenté entre Alain Finkielkraut et Moïse. Voilà. Et s'il y a des descendants d'Hébreux quelque part, ils sont au Proche-Orient et ils sont en Palestine. Donc en fait, vous avez des Juifs qui sont descendants de populations converties au judaïsme, qui prétendent revenir de la terre dont ils auraient été chassés et qui chassent les véritables descendants des Hébreux. Donc c'est ça que dit la génétique et c'est ça que dit l'histoire et c'est ça aussi que dit le Talmud. C'est-à-dire le Talmud dit, je répète tout le temps la référence, Shir Hashirin Ketubot 111a, il est interdit aux Juifs de retourner en un mur en Terre Sainte, il est interdit aux Juifs de révéler aux nations les secrets de la fin des temps, et il est interdit aux Juifs d'essayer d'ater la venue du Messie. Or, le sionisme est la forme sécularisée d'un messianisme, ça c'est mon premier livre qui traite de ce sujet-là, d'un messianisme que j'appelle un messianisme actif qui contourne la loi talmudique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des juifs orthodoxes qui sont antisionistes, comme les Natura et Carta par exemple, parce que eux sont restés fidèles à la loi juive qui leur interdit de retourner en Terre Sainte pour refonder le royaume d'Israël. Voilà. Je laisse la Et, parole à Maître Division.
Bah, et il y a aussi le Non, il fait. veut pas. Non, non. Non. Et il y a aussi le fait qu'il y en a beaucoup qui se sont convertis au christianisme ou à Oui. l'islam. Oui, 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 bien sûr. Les Palestiniens, enfin, c'est un mélange, parce que même parmi les Palestiniens, il y a des descendants de Grecs, donc c'est une région où il y a eu beaucoup de mélanges. Mais les descendants des Hébreux, ou les descendants des Judéens, font partie des Palestiniens qui se sont convertis au christianisme et qui se sont convertis aussi à l'islam. Ça, oui, les véritables sémites sont là-bas. En fait, il y a quelque chose qui est assez perturbant dans tout ça, que je peux résumer, qui moi, tout ça est tout à fait vrai. Il y a un point sur lequel je suis quand même un peu perturbé. C'est qu'il y a quelque chose là-dedans de l'ordre de la pureté de la race, qui est très dangereux, en fait. C'est-à-dire qu'en se disant descendant des Hébreux, on est en train de finalement justifier beaucoup de choses au nom de la pureté de la race. Et on sait comment ça a fini, ça, dans l'histoire. Il est là mon problème, en fait. Mon problème, c'est que c'est très dangereux ce qu'est en train de faire Netanyahou. Il est en train de transformer une guerre de territoire, qui est finalement jamais que ça. Les guerres, elles sont, souvent, sinon tout le temps, des guerres géopolitiques avec des annexions de territoire et des frontières et tout ce qu'on veut, en fait. Évidemment qu'il y a d'autres motifs, mais disons que c'est quand même une guerre, au départ, il y a quand même un élément d'annexion d'un territoire, bref, tout ce qu'on veut autour des éléments géopolitiques et territoriaux. Ce qui est le cas ici. Et on est en train de transformer ça en religion et ce qui m'inquiète, c'est que j'anticipe peut-être d'un cran, mais je voudrais juste livrer cette réflexion. Quand on me parle d'antisémitisme, je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'on cherche à me dire. Heu, est-ce que je n'ai pas le droit de critiquer le chef d'État? Est-ce que je n'ai pas le droit de critiquer le chef religieux? Est-ce que je n'ai pas qu'est-ce que je n'ai pas le droit de critiquer, en fait? Ça devient compliqué cette histoire. Est-ce qu'il est grand prêtre? Est-ce qu'il est Premier ministre? Qu'est-ce qu'il est? Mais ça devient une vraie question. Eh ben, effectivement, on va y venir petit à petit. Mais j'avais une interrogation. Mais il ne faut pas oublier cette question de l'antisémitisme, c'est important d'y revenir. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on y revienne avant la fin. Bah, en fait, déjà, il y a une première étape, c'est moi, je suis un peu décontenancé. C'est par rapport à tous ceux qui étaient. Encore une fois, il faudra après, je vous pose la question, c'est quoi l'antisémitisme? Mais euh, c'est pourquoi les antisémites d'hier, ceux qui étaient carabinés, hein, c'est ceux qui ils étaient très radicaux là-dessus. Pourquoi maintenant ils sont tous devenus pro-israéliens et les mêmes qui ont des casseroles aux fesses nous accusent maintenant tout un chacun d'antisémitisme, alors que concrètement c'est bien eux qui peuvent. Enfin, comment on en arrive à ça? Comment ça se fait qu'ils sont devenus pro-israéliens alors qu'on sait très bien qu'ils ne peuvent pas les encadrer, hein, Je réponds? Ah oui, si. D'accord. On commence par l'antisémitisme ou l'extrême droite? Eh ben, entre les Au 2. plaisir. D'accord. Bon, d'abord l'antisémitisme avant qu'on oublie. En fait, quand on nous parle d'antisémitisme, on nous impose une terminologie qui a été au préalable, comment dire, qui a fait au préalable l'objet d'une OPA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je le disais, des Ashkénazes ou des Séfarades, ce qu'on appelle les Séfarades, en fait, les Séfarim sont des Juifs espagnols. Mais aujourd'hui, on dit Séfarades même pour les Maghrébins. L'écrasante majorité des Juifs du Maghreb sont en fait des Berbères judaïsés. C'est-à-dire qu'en fait, racialement, ils sont comme moi. Moi, je suis berbère. Les Juifs du Maghreb sont majoritairement des Berbères. Donc ces gens-là qui ne sont pas des Sémites, ni les Maghrébins, ni les Européens, disent des Palestiniens ou des combattants palestiniens, peu importe, qu'ils sont antisémites, alors que au Proche, enfin, en Palestine, les Sémites sont les Palestiniens. Donc déjà, il y a une confusion. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il y a une confusion entre la race et la religion. Parce que dans la tradition juive et dans la tradition biblique, vétérotestamentaire, il y a un lien entre la race des Hébreux et la religion et le lien avec Dieu. Et donc, vous avez une conception qui est théologico-raciale. Théologico-raciale.
différente du christianisme et de l'islam. C'est-à-dire qu'on est juif traditionnellement quand la mère est juive, parce qu'on peut... Voilà. Donc, en fait, il faut faire de l'histoire et au besoin de la génétique. Et dire que notre position, elle n'est pas sur le sémitisme ou l'antisémitisme. C'est de dire que les Juifs ne sont pas un peuple race. C'est ça qu'il faut dire, comme d'ailleurs Shlomo Sand. Donc, premier élément. Deuxième élément, là encore, tous les Juifs ne sont pas des sionistes. Et la tradition juive est opposée au sionisme. Et donc, on nous dit aujourd'hui que, le peuple juif est un peuple race, ce qui est extrêmement grave. Deuxièmement, on nous dit que ce peuple juif, peuple race, est sémite et qu'en fait, il n'y a que lui qui est sémite. Parce que être anti-arabe, c'est pas être antisémite. Donc, OPA sur ce terme-là. Et ensuite, on nous dit, si vous êtes antisioniste, vous êtes antisémite. Alors que, comme je l'ai dit, traditionnellement, le judaïsme est opposé au sionisme. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège sémantique qu'on nous tend, il faut établir des ordres et dire le peuple juif n'est pas un peuple race. Le sionisme est distinct de la tradition juive orthodoxe, de la loi juive. Et dire donc qu'on peut être antisioniste sans être antisémite, parce que l'antisionisme, c'est l'opposition à un projet politique, colonial, etc. C'est pas une opposition à un peuple race. Or, ce sont des juifs, qui soient sionistes ou pas, et des fois athées ou non, qui nous disent « nous sommes un peuple race ». C'est-à-dire qu'on est quand même confronté à des gens qui ont une conception raciale d'eux-mêmes. En fait, c'est nous qui sommes dans une conception non raciale. Donc, il faut déjà mettre tout ça à plat. Maintenant, sur l'extrême droite, c'est qu'il y a quand même une tradition sioniste d'extrême droite. Il y a un sionisme d'extrême droite, c'est-à-dire ceux qui étaient antisémites, notamment dans la première moitié du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, lorsque le projet sioniste a émergé, certains d'entre eux l'ont accompagné. Et vous avez même des cadres importants de l'organisation sioniste mondiale et même du foyer national juif qui ont eu des relations importantes avec l'Allemagne nazie et avec le régime de Vichy. Tout ça, c'est documenté. Donc, mais du point de vue des Allemands nazis qui voulaient un Judenfrei, se débarrasser des Juifs, le projet sioniste, lui faisait écho, parce que eux voulaient se débarrasser des Juifs et les sionistes, eux, voulaient un maximum de Juifs pauvres, hein, parce que les Juifs riches, eux, pouvaient partir aux États-Unis, hein, alors que les Juifs pauvres, à un certain stade, ont été interdits même d'aller aux États-Unis, parce qu'on voulait les pousser à aller dans le foyer national juif. Et aussi, il y a ce discours-là durant l'après-guerre, enfin, pas ce discours, mais ce qui sous-tendait le sionisme d'extrême droite, c'est de dire, bon, le sionisme est un nationalisme, nous, ça nous convient. Le sionisme appelle les Juifs à quitter l'Europe, nous, ça nous convient. Et puis après, il y avait cette idée que les Juifs et les sionistes validaient d'une certaine façon le nationalisme européen. Et donc, certains des nationalistes européens ont embrassé le sionisme puisque c'était une sorte de modèle auquel ils pouvaient s'identifier et qui les justifiait. Et vient s'ajouter à cela la guerre d'Algérie. Et un certain nombre de pieds noirs, descendants de pieds noirs, vont voir dans le projet sioniste, en gros, des Européens qui bottent les fesses aux Arabes. Il y a aussi ça, il y a aussi cette idée-là. Mais un certain nationalisme français, intelligent, dont le général de Gaulle est l'héritier intellectuel, est radicalement opposé au sionisme. Et je cite par exemple Jacques Bainville, grand historien français, qui écrit dans l'Action française, dans un article qui s'appelle « Les effets du sionisme » le 20 décembre 1920, où tout est dit. Dès 1920, Jacques Bainville voit vers quoi
tend le sionisme et vers quoi il va mener. D'ailleurs, il parle d'une horrible guerre de religion que va déclencher le sionisme. Donc il y a tous ces éléments-là. C'est complexe. Il n'y a pas une extrême droite, il y a des extrêmes droites. Il n'y a pas un sionisme, il y a des sionismes. Mais je tiens à insister sur cette conception de peuple-race que moi, en tout cas, je n'accepte pas. Voilà. Ok. Bah, Alors, pour prolonger le propos, je voudrais raisonner en tant que juriste, en fait. Euh, le délit d'antisémitisme n'existe pas. C'est-à-dire que je suis un peu surpris, à un point tel que j'ai même douté, parce que je me suis demandé s'il y avait une infraction. Je passais peut-être comme pas ma grande spécialité, mais quand même, je me suis demandé si je passais à côté d'un truc, est-ce qu'il y avait un texte qui réprimait l'antisémitisme? Bah, en fait, non. Je vais y venir, il y a un texte qui réprime le négationnisme, ce qui est autre chose. Mais s'agissant de l'antisémitisme, il n'y a pas de distinction. C'est la loi qui est très claire à ce sujet, en ce que la loi de 1881 sur la liberté de la presse, ce qu'elle vient réprimer, c'est le délit de diffamation et le délit d'injure, avec une connotation, on dit antisémite. C'est ce que disent les avocats de mauvaise foi. En réalité, quand on lit le texte, on s'aperçoit que c'est toute allégation, imputation d'un texte qui porte atteinte à l'honneur ou la considération en raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une religion. Mais on ne fait pas de distinction, en fait, avec les juifs en particulier. De sorte que, de la même façon, la provocation à la haine raciale, qui a été instaurée il n'y a pas si longtemps, en fait, ne fait pas de distinction. Il n'y a pas d'un côté les juifs, de l'autre les musulmans, puis en troisième les chrétiens, et puis au milieu les bouddhistes, et au passage, effectivement, les Algériens, dont on se demande ce qu'ils viennent faire là. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Il y a une indistinction sur la notion d'aggravation d'injure à caractère racial, de provocation à la haine raciale ou ethnique, effectivement, en l'occurrence. Et vous le verrez dans une vidéo là, qui sort dans quelques jours, où je réagis en 5 minutes à la convocation de Meurice, que j'aime pas d'ailleurs, chez les flics, où je dis: «Mais c'est du délire, c'est du délire, en fait». Parce que précisément, lui, la presse dit: «Il est convoqué pour antisémitisme». Pas du tout. Il est convoqué pour provocation à la haine raciale. Laissons cela, laissons le point de savoir si ça passe ou pas. Mais pas du tout pour antisémitisme, c'est pas ça, en fait. Et donc voilà qu'il y a une particularité assez intéressante, c'est qu'il y a une attaque, qui est au-dessus de toutes, il y a une espèce de hiérarchie. On dit, être antisémite, c'est d'une gravité exceptionnelle, ce qui est vrai évidemment. Mais l'antisémitisme n'est qu'une déclinaison, une forme particulière. Chacun choisira de racisme, de d'atteinte à la nation, d'atteinte à ce que vous voulez. Est-ce que les juifs sont une race? C'est une question effectivement ainsi, bien évoquée. Mais quoi qu'il en soit, c'est réprimer l'antisémitisme au nom de la religion. Le judaïsme est une religion et cette religion, elle est pas supérieure, à celle, des chrétiens ou des musulmans ou des bouddhistes ou de ce que tu veux. C'est pas ça le débat, en fait. Ce qui est effectivement réprimé, c'est le négationnisme. C'est un peu différent puisque le négationnisme, c'est quand même la négation de la Shoah. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée, elle est celle-là. C'est la négation, en fait, de ce qu'ont subi, les juifs, en particulier en Seconde Guerre mondiale, dire que la Shoah n'a pas existé, remettre en cause l'existence de chambres à gaz. On est sous le coup d'un délit pénal spécifique. Et donc on voit qu'on emploie des mots dont on ne sait pas bien à quoi ils se raccrochent. Moi, quand on me parle d'antisémitisme, forcément que le juriste que je suis se dit: «Mais attends, j'ai commis une c'est très amusant de régulièrement, on traite d'antisémite, mais on pourrait me traiter à la limite de raciste». C'est si on considère que le judaïsme est une race, et bah, alors, raciste, ça suffit, en fait. Il y a pas de hiérarchie, en fait, là-dedans. Hem et c'est intéressant, en fait. C'est intéressant et c'est inquiétant, encore une fois, parce qu'on fait une hiérarchie et dès qu'on commence à faire des hiérarchies entre les hommes, ça finit mal, en fait, en général. Et enfin, dernier point, hem, s'agissant de l'extrême droite, effectivement, je crois que, en tout cas de manière contemporaine,
on a une extrême droite qui va pas tarder à se retrouver, coincée. Puisqu'il y a clairement une volonté de Benjamin Netanyahou, du gouvernement israélien actuel. Je vais pas employer le mot d'épuration ethnique, c'est pas ça, mais il y a une volonté, on peut en débattre, mais il y a une volonté d'expansion. Et si les Gazaouis peuvent aller habiter ailleurs, ça les dérange pas. Et si l'ailleurs c'est l'Europe, c'est encore mieux, en fait. Heu, le problème, c'est Mmh. comment va réagir l'extrême droite, en même temps en soutenant une politique expansionniste d'Israël, parce que c'est ça qu'elle fait. Elle soutient une politique expansionniste et en même temps, comment elle va faire? En disant: «Non, je veux pas de l'accueil des Gazaouis». Comment on va faire, en fait? Et c'est là où c'est compliqué, en fait, et c'est là où on a, en fait, une classe politique française qui ne soutient pas spécialement Israël. Alors je vais te dire mon sentiment à mon niveau qui est assurément pas, celui de Youssef Indy, mais moi pour ma part, j'ai juste envie de dire, au fond, c'est de l'opportunisme quelque part aussi. De l'opportunisme politique. Je crois que Marine Le Pen, c'est ce que j'avais dit chez Morandini, au député là, Odoul, en disant: «Vous avez l'occasion de vous racheter une virginité, cool, super quoi, c'est génial». Non mais genre c'est inespéré, enfin putain, les mecs, ça vous tombe trop dans le bec quoi. La fille a tué le père, c'est ça, la fille a tué le père, maintenant on est gentils. Alors on n'est pas non plus contre l'islam, hein, on est juste contre les méchants, mais pas contre les gentils. Heu, mais surtout, voilà, nous on aime les juifs. Tu sais, ça me fait penser, comparaison n'est pas raison, mais je pense à un truc, dans un film dont je cherche le nom, heu où, l'enquête corse, où il y a cette scène, assez amusante où, il y a un Corse, un Parisien, enfin un continental qui arrive en Corse, qui a une maison secondaire et qui pense que Clavier et Reynaud sont des Corses et qui arrive et qui dit: «Moi j'aime les Corses, j'adore la Corse et j'adore les Corses». Bah, c'est un peu ça en fait l'idée. C'est-à-dire qu'au fond aujourd'hui Marine Le Pen, elle t'explique: «Moi j'aime les Juifs». Parce que cette manière de dire: «J'aime les juifs», c'est une manière pour elle, bah, de faire oublier juste tout ce qui s'est passé avant, quoi. Rien d'autre, en fait, et il y a une espèce de surjeu là-dedans. Éric Zemmour y voit une opportunité, remarquable et je veux dire, c'est de bonne guerre quelque part. Politiquement, c'est de bonne guerre. Il parle à un électorat, hein, et du reste et je termine, moi ce qui m'a un peu fasciné, c'est de découvrir que, et c'est là où tu vois, quelque chose d'intéressant, c'est un Florian Philippot, par exemple, est beaucoup plus intelligent que tout le monde sur ce point-là, parce que lui, il est quand même très en retrait dans cette histoire. Lui, il est dans une position où il dénonce les crimes de guerre, enfin, voilà, il dénonce l'Europe, parce qu'en fait, lui, il a trouvé aussi quelque chose d'intéressant dans ce discours, c'est une manière de taper sur l'Europe, quoi. Heu et donc tout ça, si tu veux, se mélange. Moi, je crois que, aujourd'hui, beaucoup plus simplement pour une partie de la classe politique française, et Mélenchon, a fait parfaitement le job, en se faisant diaboliser. On a trouvé un ennemi commun, donc tout le monde est content et aujourd'hui, on a un ami commun et un ennemi commun, c'est tout. Alors, ça d'ailleurs, j'y reviendrai après par rapport à la question que je posais concernant c'est quoi l'opposition contrôlée. Et ça tombe bien parce que juste avant le live, que je vous ai, il y a une personne qui me disait, Samir, comment ça se fait dans tes vidéos, tu critiques l'extrême droite, le Rassemblement national, mais tu critiques aussi la LFI, l'extrême gauche. Alors, je critique aussi la gauche, la droite et même le centre. Mais et cette personne, et j'expliquais, c'est ça le souci, c'est elle est bloquée dans une situation où forcément il faut être soit de gauche ou soit de droite. Et ne peut pas comprendre qu'il y a quelque chose au-delà. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Euh, Ceci dit, moi, je suis content parce que je suis passé de l'extrême droite à l'extrême gauche quand même. C'est pas mal quand même. Avant, la presse titrait que j'étais d'extrême droite, maintenant tout le monde dit que je suis d'extrême gauche. Bon, finalement, ça va, j'ai tout l'échiquier politique en même pas 2 heures, pas mal. Bah, en fait, moi réellement, je considère qu'une personne est honorable le moment où elle a été critiquée d'islamophobe, d'antisémite, d'extrême droite, d'extrême gauche. Du moment où il a fait tout le panel, c'est que généralement, il a un discours intéressant. C'est comme ça, non, quoi. Y a-t-il... Alors là, on sait très bien, bon là c'est plus destiné à Fabrice, même si... Y a-t-il une hausse des actes antisémites? Et Alors est-ce qu'il y a une différence entre les signalements et les actes? non mais c'est pas une vraie question, ça c'est une question de provocation. C'est
pas une provocation à la haine, mais c'est une provocation aux emmerdes ça. Heu, non mais non mais je m'excuse, mais à un moment donné, si on n'est pas capable de faire alors je vais donner un exemple, hein, tout bête. Hem, Comment je vais dire? J'ai un exemple très clairement. Je l'ai dit à Jean-Marc Morandini en disant: «Vous présentez comme suspect ou présentez comme coupable, c'est pas la même chose». Bah, c'est pareil en fait. Mmh. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'augmentation des actes antisémites, j'en sais rien. Je dis que celui qui juge le caractère antisémite, je le redis, qui n'existe pas, celui qui juge que nous sommes dans l'application de la loi pénale avec une injure, par exemple, ou un acte, une dégradation, ce que tu veux, à caractère raciste ou tout ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, c'est le juge. Dans un état de droit, c'est le juge qui le décide. Je n'ai pas le droit de dire qu'un acte est terroriste avant que, eh bien, il y ait eu une enquête et qu'il y ait eu un jugement sur la qualité terroriste de l'acte. Ça ne fait pas disparaître l'acte, ça fait disparaître sa qualification. Et je ne comprends pas que les gens aient du mal à comprendre ça. Le juriste, comme le philosophe du reste, enfin, le philosophe un peu moins, mais le juriste, il raisonne en deux temps. Il raisonne sur l'existence de l'acte. Est-ce qu'un acte existe? Oui. Un homme a été tué, il y a donc un mort. Il s'est passé quelque chose. Maintenant, est-ce que l'homicide est volontaire? Est-ce que l'homicide est involontaire? Est-ce que c'est des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner? Qu'est-ce que c'est, en fait? Et ça, c'est le droit qui va le qualifier. Et l'arbitre, c'est le juge, en fait, et le juge de façon définitive. Alors on me dit: «Oui, mais du coup, ça veut dire quoi? Que vous devez attendre un jugement définitif avant de dire qu'un acte est antisémite?» Bah ouais, et vous devez attendre un acte définitif avant de dire qu'un acte est raciste, un acte est j'ai un exemple très contemporain, je l'ai dit, du coup, je me suis fait des ennemis avec tout le monde, comme ça, c'est bien, à propos de la basilique de Rouen. J'ai reçu une tonne de mails de chrétiens que je connais, qui disent: «Mais comment as-tu pu dire que la basilique de Rouen n'est pas un acte christianophobe?» J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était une dégradation d'un bien. La motivation avec laquelle ça a été fait, j'en sais rien et c'est l'enquête qui le déterminera, Mmh. en fait. Fin de l'histoire quelque Mmh. part et je dis la même chose s'agissant des actes antisémites et j'ai un bon exemple, une croix gammée, je le dis tout le temps cet exemple, une croix gammée sur un mur, c'est un acte antisémite ou pas? Eh ben, le parquet dit non. Le parquet de Paris te dit non. Il ne poursuit pas parce qu'il dit: «Ça ne passe pas». Pour que ça soit un acte à raison de la religion, il faudrait qu'il soit tagué sur le mur d'une synagogue. Mmh. Moi qui le dis, on a qu'à c'est toujours le même problème, ils ont qu'à changer la loi, hein. Moi je ne fais que l'appliquer en fait, hein, à un moment donné. Heu et donc, est-ce qu'il y a une augmentation des signalements? Oui, j'observe du reste que la Commission consultative nationale des droits de l'homme a dit la même chose. Elle a dit: «Faites gaffe les gars quand vous commencez à parler d'actes racistes, islamophobes, tout ce que tu veux». Parce qu'au fond, c'est des actes extrêmement complexes et qui reposent quand même sur une grande part de ressenti et de déclaration. Voilà. Je veux dire, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça veut dire qu'en tout cas, dire qu'il y a une augmentation d'actes antisémites depuis le 7 octobre, c'est faux. Il y a une augmentation des signalements d'actes antisémites. Alors, si on est capable de me dire qu'en proportion, en comparution immédiate, il y a eu plus de jugements, de condamnations que l'année dernière à la même époque, que le mois dernier, que ce que tu veux, OK, pas de problème. Mais tant qu'on en est à dire: «Il y a eu plus de plaintes, plus de signalements, plus de gens qui se sont» eh ben non, c'est pas une augmentation des actes antisémites en l'occurrence, mais là, c'est une augmentation des signalements et dire ça, ça n'est absolument pas nier quoi que ce soit. C'est juste rétablir la primauté du droit, rien d'autre. Et quel est l'intérêt parce qu'on voit bien que Darmanin, enfin la classe politique met ça en avant. Quel est l'intérêt alors que ça crée quand même des tensions? Quel est l'intérêt, de mettre ça en avant alors que c'est faux? Peut-être que c'est juste de créer des tensions. Peut-être qu'à un moment donné, si tu veux, il y a aussi une part, je l'ai dit, hein, j'ai dit ça souvent: «Qui ne danse pas n'est pas Chiappa». Bah, là, c'est pareil. Voilà. Qui ne danse pas n'est pas Chiappa. Qui mais c'est dur à dire, hein, mais c'est ça la vérité. Qui ne dénonce pas massivement, on est sommé ah, j'ai une anecdote un truc intéressant. Je sais pas si tu as remarqué dans le dans ce truc avec, Tapiro là, à un moment donné, je dis: «Je vous ai pas attendu pour combattre l'antisémitisme moi, hein. Juridiquement, j'ai été saisi de plein de trucs, j'ai fait condamner des gens, je vous ai pas attendu quoi». Il dit: «Ah bon? Ah bon? Ah bon? Vous étiez à la marche? Vous étiez à la marche?» J'ai même pas raconté ça. Donc le mec, il considère que moi quand tu marches. En fait, on est
Je peux pas répondre à ça, c'est le même problème que le Covid. Pourquoi des abrutis sont allés dire alors que tout le monde sait et que aujourd'hui, c'est fait enfin, je sais pas pourquoi. Bah, parce qu'à un moment donné, on est dans une société de buzz et de communication et on n'est plus dans une société politique, au sens étymologique du terme, c'est tout. Moi, je peux rien dire d'autre, en fait. Tu as affaire à une bande d'abrutis qui nous gouvernent, bah, faut pas s'étonner qu'ils raisonnent comme des abrutis, quoi. Hmm. Ça me fait penser à deux points. Il y a aussi le fait que les gens parfois sont cons, hein, tout simplement, il faut le dire. Et ça Mmh. me fait penser par rapport à l'affaire Koé, qui est récente, qui a été accusée par une fille de viol. Et donc moi, je traite l'actualité, j'ai parlé de cette affaire-là, et j'ai bien dit osé, parler des faits. C'est-à-dire que cette fille-là expliquait qu'en 2016, elle avait 14 ans, puis explique qu'elle a 16 ans, puis on s'avère qu'elle avait 18 ans, donc je mentionne qu'elle a déjà menti à plusieurs reprises. Et donc à l'heure actuelle, j'aurais plus tendance à croire Koé qui, à l'heure actuelle, bon... et ça m'a valu un déferlement de haine et apparemment je serais Mais parce pédo que moi-même. mais parce qu'en fait, on a un problème aujourd'hui, mais ça, le juriste, enfin l'avocat que je suis le sait. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Les procès se font sur Twitter, ils se font, à la télé, ils se font n'importe où et après j'ai un bon exemple, c'est Norman. Norman accusé de viol, machin chose, YouTube démonétise sa chaîne, n'empêche que le mec, à la fin de la fin, les charges ont été abandonnées. Est-ce qu'il récupérera sa la monétisation? Non. En fait, le problème, c'est que on est dans une société où le droit n'a plus sa place. C'est tout. J'ai un bon exemple, c'est Messia et l'histoire des 3 mois, 4 mois de détention, du policier dans l'affaire Naël. Tout le monde te dit: «C'est scandaleux, machin». Putain, c'est la loi qui te fixe 4 mois. On peut pas aller au-delà de 4 mois. Mais si, quand on veut, on peut. Ah oui, donc je te dirais oui, dans une tyrannie, tu fais ce que tu veux. Mais normalement, dans un état de droit, tu es censé respecter le code. Il peut pas aller au-delà de 4 mois. C'est tout, fin de l'histoire. Moi, j'ai un client là qui est sorti de tôle, alors, le type il me dit: «Bravo, vous avez été excellent». J'ai pas osé lui dire qu'en fait, de toute façon, on arrivait au terme des 4 mois, et que il y a rien, mais bon, finalement, je lui ai dit quand même. J'ai mis disons que j'ai pas tout à fait dit ça comme ça. J'ai minimisé mon intervention plutôt. Mais mais c'est vrai, c'est comme ça. Oui, mais non, voilà, il faut faire de la polémique et du buzz surtout. Bon, OK, bah, on peut, hein. Euh, alors, on va parler juste d'un sujet concernant encore le... Youssef, n'hésite pas, hein, si tu veux prendre la parole. Non, simplement pour revenir sur un point par rapport à l'antisionisme, sionisme, etc. Quand Emmanuel Macron, c'est pas gravé dans le marbre, hein, mais quand Emmanuel Macron dit à la demande de l'État israélien, je crois que c'était en 2018, à la demande du CRIF, que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme, c'est-à-dire que, implicitement, il accepte l'idée que les Juifs sont un peuple race, que le sionisme est intrinsèquement lié au judaïsme. C'est ça qui est. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais le sous-texte, c'est ça. C'est que le peuple juif est un peuple race, le sionisme est intrinsèquement juif, et que donc, si vous vous opposez au sionisme, c'est que vous êtes un raciste, un Et alors, antisémite. je voudrais aller plus loin, si vous me permettez, Youssef. Ouais. Ce propos Je est vous en prie. intéressant parce que l'Allemagne est en train de réfléchir à criminaliser, la France a essayé mais n'y est pas arrivé, mais l'Allemagne est en train d'y arriver, à criminaliser les critiques d'Israël, en fait. On n'aura plus le droit de critiquer Israël. Mais alors moi je m'interroge, est-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup ça interroge le statut de ce chef d'État. Il est grand prêtre, il est chef d'État, donc il y aurait un État au monde qu'on n'aurait plus le droit de critiquer, c'est Israël. Bon, mais il y a 2 observations que je voudrais faire. La première, et elle n'est pas anecdotique, c'est de dire si tu veux faire monter le vrai antisémitisme, c'est comme ça qu'il faut faire. Mhm. Ouais. Crée la confusion et tu vas vraiment ensuite faire monter un sentiment, de voilà, bref. Mais deuxième élément surtout, c'est que du coup, le Maroc, c'est quand je critique le roi du Maroc, je suis islamophobe? Non mais c'est une vraie question, puisque, on est quand même dans un pays musulman. C'est pas un pays laïque. Je veux dire, est-ce que donc je critique le Maroc, je suis le roi du Maroc, je suis islamophobe? Est-ce que la critique internationale du roi du Maroc est criminalisée? Est-ce qu'en France, que dans un État, tu ne puisses pas critiquer ton chef, c'est le propre d'un certain nombre d'États, heu, aux frontières de l'État de droit et voire effectivement même en France d'ailleurs, la critique du chef de l'État, elle est compliquée, on voit bien.
Mais d'accord, que ton peuple puisse pas critiquer ton chef, admettons, mais là, on est en train de dire autre chose. On est en train de dire que tu n'as pas le droit de critiquer un chef d'État étranger. C'est ça qu'on est en train de dire et que tu n'as plus le droit de critiquer la politique d'un chef d'État étranger. Parce que moi, je m'interroge sur je déflore un instant la vidéo dans 2 jours, mais la provocation à la haine raciale s'agissant de Guillaume, Meurice, Meurice. il s'appelle Guillaume d'ailleurs? Je suis même pas sûr. Meurice sur, Netanyahou, nazi sans prépuce. Elle est où la provocation à la haine raciale? Il a critiqué Netanyahou. Du coup, quelle race? Juif? Mais alors du coup, ou les Allemands parce que nazis? C'est pas clair comme histoire. Je veux dire, pourquoi provocation à la haine raciale? Il a pas critiqué les Juifs, il a critiqué Netanyahou, en l'occurrence. Il a pas critiqué enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Il a critiqué un chef d'État. Bah, apparemment, c'est pas possible. Bon, Pour- Bah, ça signifie qu'en fait, on a sacralisé l'État d'Israël oui, ça c'est ça. et qu'on n'a pas le droit de toucher à cet État sacré. Et c'est paradoxal, surtout dans le monde occidental et en France, où plus de 50% de la population est athée. On est dans un État laïque, on nous rabat les oreilles avec la séparation de l'Église et de l'État, etc. Mais, mais vous ne croyez en rien, il n'y a plus de sacré. Non, il y a quand même un État qui est sacré, ou un peuple qui est sacré. On peut Et aller plus loin, autre... Ouais, on peut aller plus ouais. loin si vous me permettez. C'est très intéressant ce que vous dites, pardon, sur ce point. C'est qu'en réalité, il faut aller un tout petit peu plus loin. Le fait que, hem, en France, on est Charlie, mais on n'est pas Netanyahou. C'est-à-dire qu'au fond, on a le droit de caricaturer le prophète, on a le droit de cracher sur Dieu, qui est la croyance quand même qui fait vivre des millions de gens, mais tu ne peux pas critiquer, je dis même je parle juste de critiquer, le chef d'un État étranger. La limite, elle est fixée. Ça pose quand même une vraie question sur ce en quoi on croit et ça pose une vraie question sur, ce qui nous reste comme relents de société, en fait. C'est pour moi, c'est très inquiétant. C'est une dérive qui est très inquiétante et qui en dit long, c'est ce que disait Youssef Indy, sur ce sens du sacré qui nous a quittés et dont on est obligé de le remplacer par autre chose, quoi. Et on le remplace, pas faire mais c'est un peu voilà, par par le vaccin hier, par Netanyahou aujourd'hui, c'est-à-dire on a à chaque fois des substituts, en fait et ça devient dangereux. Et ce qu'avait dit Maître Dividio précédemment en disant que l'État d'Israël, en tout cas la politique israélienne fait augmenter l'antisémitisme. Enfin, je sais plus Ouais, ouais. quelle était la tournure de la phrase. Bah, oui, c'est vrai, parce que à l'heure de la globalisation, enfin, de la mondialisation, euh, un État qui se présente comme un État théologico-racial, qui entraîne avec lui tous les juifs du monde. C'est-à-dire qu'il contraint d'une certaine façon les juifs du monde entier à être solidaires. Puisque s'il dit que nous sommes l'État d'Israël, l'État du peuple juif, il n'est pas seulement l'État des juifs qui sont sur place, mais il est l'État des juifs du monde entier. Et, et il se prévaut des prophéties de la Bible hébraïque du concept de peuple-race pour dire nous sommes le peuple de la lumière et les Palestiniens sont le peuple des ténèbres, Mmh mh. Mmh avec un mh. ministre de la Défense qui dit que ce sont des animaux humains. Eh bien, là, euh, avec la mondialisation et tous les yeux du monde entier rivés sur la politique israélienne, je veux dire, là, on va atteindre un degré pas antisémitisme, on va dire anti-judaïsme, inédit dans l'histoire, parce que ça ne va pas être localisé comme d'habitude, c'est-à-dire géographiquement, mais là, ça va être une synchronisation de l'antijudaïsme à l'échelle planétaire. Et ça, des juifs en sont conscients, Hmm. qu'ils soient sionistes ou pas. Quelqu'un comme Ronnie Broman l'a déclaré récemment, il a dit « l'État d'Israël, sa politique me met en danger, moi, en tant que juif Oui, oui. Oui, ». oui. Même Jacques Attali, même Jacques René Morvan Attali. en plateau et effectivement déjà on en parlait déjà, c'est marrant parce qu'on en parlait au moment du covid, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi on s'est bien parlé d'Israël au moment du covid? Ça restera un mystère ce truc. Heu, mais il disait: «Je crains que
il dit: «La politique d'Israël va finir par nous mettre en danger». Alors maintenant, il dit: «Nous me met en danger». À l'époque, il disait: «Va finir par nous mettre en danger». Et, Tout à fait. ben justement, j'aimerais revenir sur cette problématique, une réflexion sur la liberté d'expression en France. Par exemple, comment ça se fait qu'il y a un silence dans les médias par rapport à ce que subissent les chrétiens en Palestine ou même au Liban, alors, et même plus que ça, concernant ce qui s'est passé lors de l'attaque du Hamas. Dans les médias israéliens, il y a des critiques assez dures contre Netanyahou. T'as même certaines bavures, il est mentionné certaines bavures de l'armée lors de cette attaque-là. Comment ça se fait qu'en France, en tout cas c'est ce que moi je constate, il y ait moins un problème au niveau de la liberté d'expression? Alors, il y a 2 problèmes. Il y a le problème de la liberté d'expression, il y a le problème des chrétiens. C'est 2 problèmes distincts. D'abord, les chrétiens, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, ils s'en foutent eux-mêmes, comme ça c'est réglé. Je crois qu'il y a personne qui se fout plus d'un chrétien que le chrétien lui-même. Hem, comme ça, c'est plié. Ensuite, le chrétien en France, il est quand même, j'exagère dans ce que je vais dire, attention, mais bon, il y a toute une partie des quand même toute la droite, comme des chrétiens de droite, quoi. Heu et qui est quand même représenté, bien représenté. Alors bon, hem, avec un autre aspect, c'est qu'en fait, la liberté d'expression, on n'a pas le droit de parler du bien et du mal, alors parlons du permis et du défendu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au sortir, quand j'ai été condamné disciplinairement, enfin le jour de mon audience disciplinaire, je suis allé sur TPMP et j'ai dit: «C'est simple, dans cette crise, il y avait une pensée autorisée et une pensée interdite. J'ai incarné la pensée interdite. Fin de l'histoire». Bah, c'est un peu le même débat, mais ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des pensées autorisées et des pensées interdites. C'est-à-dire, aujourd'hui, heu, hier, il y avait la réductio ad complotisme. Aujourd'hui, il y a la réductio ad antisémite. Qui voudrait, mis à part le tu connais un con qui est pas musulman, mis à part moi, qui vient effectivement d'ailleurs, tous les jours, je me dis: «Mais pourquoi je l'ouvre, en fait?» C'est-à-dire, en quoi ce non, mais en quoi ça me concerne, ce truc? Je peux pas juste la boucler 2 minutes. En quoi ça me concerne? Parce que morale de l'histoire, il y a des clients qui s'en vont, c'est comme ça, hein. J'ai des clients qui s'en vont, j'ai des situations assez complexes, genre quand j'attaque, tu te souviens le groupe, et bien, Israel Forever qui chantait sur les Ouais. enfants de Gaza. Quand tu reçois un appel d'un client, juif en l'occurrence, qui dit: «J'ai un problème, mon fils est dans le groupe», Ouais. tu dis: «Putain, mais pourquoi je me mets dans la merde tout seul, en fait?» C'est-à-dire, pourquoi je suis obligé, et du coup, je suis obligé de lui dire: «Écoutez, je suis désolé, bah, fallait pas qu'il y soit». Je peux pas vous dire, le parquet décidera ce qu'il a à décider. Moi, je suis pas, mais ça me met en situation compliquée parce qu'en fait, je crois que la vérité, c'est un problème de courage, c'est tout. On a un problème de courage, rien d'autre. Et puis qui a envie d'être taxé d'antisémite? Tu vois la presse être taxée d'antisémite, toi? Et c'est bon, déjà, quand tu fait un article sur la vaccination et tu es taxé d'antivax, si en plus tu es taxé d'antisémite, alors là, c'est fini, quoi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la dieudonné j'ai appris cette expression, la dieudonnéisation des esprits. J'ai beaucoup aimé ce mot. Hem Et en fait, moi, ce que j'avais dit sur CNews, où j'avais dit: «C'est marrant de me comparer de donner», je m'attendais à être comparé à Mélenchon. Normalement, c'est l'étape d'après Mélenchon, c'est l'étape d'après Dieudonné, en fait. Heu mais et en fait, la vérité, c'est que c'est pas un problème de liberté d'expression. On l'a, la liberté d'expression. En soi, je veux dire, Meurice, il s'est fait ratatiner, OK, d'accord, mais il craint rien, Meurice. Il sera pas condamné pour provocation à haine raciale. Évidemment que non. Tout ça, c'est de l'intimidation. Mais évidemment que c'est pas condamné. Mais moi, j'ai une anecdote à ce sujet. La liberté d'expression, bah, moi, j'ai une anecdote très claire que je dis dans une vidéo qui devait sortir aujourd'hui, mais qui va sortir demain matin manifestement, parce qu'elle est pas sortie encore, où je raconte cette anecdote d'un fonctionnaire qui tient des propos pro-palestiniens sur les réseaux sociaux, qui dit, «Israël commet des crimes de guerre», se référant au et retweetant les propos d'Amnesty International. Bon, très bien. Il se fait convoquer par l'administration en disant: «Vous comprenez que vous portez atteinte à la neutralité du service public». Je suis pas très bien sûr de comprendre pourquoi, mais laissons cela. «Donc je vous renouvelle pas votre contrat». Dont acte. Le problème, c'est qu'entre les 2, le type reçoit dans son casier un petit mot comme ça,
avec marqué Mossad. Le Mossad a ton adresse, a ton numéro de téléphone, tic tac, tes heures sont comptées. Donc le mec va voir l'administration, dit: «Excusez-moi, je voudrais juste vous dire qu'il se passe des trucs bizarres chez vous quand même. Donc il faudrait peut-être faire un signalement au parquet». Et le type dit: «Oui, mais en même temps, monsieur, vos propos sont d'une gravité exceptionnelle». Donc, tu un type qui use sa liberté d'expression, qui ne fait que redire ce que dit la communauté internationale, hein. Il est privé de son droit de renouvellement du contrat. Laissons le point de savoir si c'est abusif ou pas, dont acte. De l'autre, il y a quelqu'un qui commet une infraction, on ne sait pas qui, et l'administration ne cherche même pas à enquêter et lui dit: «Bah, écoute, tu l'as un peu cherché, quoi. Voilà, on est là, quoi». Et le juriste, il doit se dépatouiller là-dedans.